Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin, on rattaque, nouvelle vidéo. Donc là, on va attaquer, c'est un ampli voiture, un ampli sono voiture. Donc c'est un Stranghain. Ok, pas de mon accent, hein. Ma prononciation, je prononce très mal. Je vous fais voir tout de suite le carton. Voici la marque Stranghain. Stranghain. Je prononce très mal, hein. First 2CA. 2C. De canaux. Donc voici un peu la bête. Ça c'est que le carton pour l'instant. On va voir vraiment l'ampli. On voit pas que la boîte. Je vous rassure. Donc ils mettent 2 fois 50 watts, hein, en 4 ohms. Donc c'est des watts RMS, c'est pas des watts max comme on a l'habitude de voir un peu partout. On peut le mettre aussi en 2 fois 100 watts en 2 ohms. Donc c'est très intéressant cet ampli là, il descend à 2 ohms. Il y en a beaucoup qui pètent si on met 2 ohms dessus en charge. Bon, ils mettent qu'on peut le bridger, qu'on arrive à 1 fois 400 watts RMS ou 4 ohms. Je suis pas trop convaincu de cette puissance-là, mais bon. Ils le mettent, c'est que c'est censé être vrai. 50 kHz, on va dire plutôt 20 kHz. Parce que si vous entendez entre 20 kHz et 50 kHz, franchement, vous avez de super oreilles. Moi, perso, je l'entends pas. Entre 20 kHz et 50 kHz, on est vraiment dans de l'aigu, là. C'est pire que de l'aigu, même. Bon, on voit la bête. On ouvre la boîte. On ouvre la boîte. Donc, c'est un ampli que j'ai reçu. Soi-disant, le son était dégueulasse. Était plein de grésillements, tout ça. J'ai ouvert la bête, bien sûr. Moi, il faut que j'ouvre tout ce qui est électronique. Bon, je vous ai changé d'endroit parce que là, il y avait trop de lumière, je ne pouvais pas vraiment bien filmer. Donc déjà, voici l'intérieur de l'ampli une fois qu'on enlève le couvercle. Bon, ça, je vous déconseille de brancher l'ampli comme ça, hein. Enlevez bien les vis et les dissipateurs et les remettez bien sur les différents transistors que vous avez dedans. Donc je commence par ce côté-là. Bon alors, ça, c'est un côté de ampli audio. Donc ça, c'est... Ici, vous avez transistor driver, vous en avez un là et un ici. Donc lorsque vos transistors ici de puissance vont péter pour l'amplification en courant, pensez à changer systématiquement les transistors que vous avez ici, celui-là et celui-là. Vérifiez les deux résistances ici de puissance aussi. Euh, donc ça c'est pour une voie, l'autre voie se trouve en dessous, on va la voir juste après. Ici vous avez le transformateur d'alimentation. Donc dessus vous avez bobinage primaire et bobinage secondaire. Primaire, c'est tout ce qui va se trouver sur le GND, la masse de la batterie en fait, de la voiture. Donc le fil noir. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez déjà branché des amplis. Certains branchent les amplis sur la plage arrière, directement vissés dessus, prennent le GND dessus, donc le fil noir dessus. Seul problème, c'est qu'ils ne grattent pas bien la peinture. Il faut vraiment bien gratter pour avoir une bonne masse. Sinon, vous pouvez avoir parfois des parasites ou l'ampli qui ne s'allume pas, enfin qui s'allume mal. Donc pensez à bien gratter ça, c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer. Ensuite, comme problème qu'on peut rencontrer avec des grésillements dans le cas de la personne, ça peut être tout simplement parce que sur l'alimentation de la batterie, logiquement on a quelque chose de bien continu, mais on peut avoir des perturbations, donc ça peut être par exemple la pompe à gasoil, ça peut être un clignotant, ça peut être n'importe quel organe sur la voiture qui peut induire une fréquence sur la ligne du 12 volts de la batterie, quoi. Enfin 14 volts, on est plutôt aux alentours. Donc on utilise quand même un filtrage. On a un filtrage sur l'alimentation le plus de la batterie.
mais il peut s'avérer que des fois le filtrage est pas suffisant. Et ils vendent, alors on peut trouver ça un peu partout, Noroto, toutes les boîtes qui vendent du matériel pour l'audio en voiture. Vous pouvez acheter des petits filtres qui vont venir filtrer à la fois l'alimentation de la batterie et à la fois le signal d'entrée audio qui sort du poste CD. Ça peut être un lecteur de carte SD. Maintenant, on a des lecteurs comme ça, MP3. Et ça filtre les deux, quoi, en fait. L'alimentation et l'entrée. Parce que vous pouvez avoir aussi un mauvais poste, un mauvais lecteur CD, par exemple, qui va lui induire une fréquence résiduelle sur la ligne de sortie de l'autoradio. Donc, bien sûr, si vous avez un signal qui n'est pas correct en entrée de l'ampli, comme l'ampli, lui, son rôle, c'est d'amplifier, et ben en sortie, vous allez avoir un signal beaucoup plus distordu, beaucoup plus fort, et du coup, on va avoir un bruit dans le son. C'est à mon avis ce qui a pu se passer pour cet ampli, parce que je vais rien vous cacher, je n'ai rien trouvé dedans qui peut induire ce genre de problème. Donc à mon avis, c'est soit un mauvais filtrage de la batterie, soit un mauvais filtrage de l'entrée audio. Donc après, on le mettra sous tension. Bien sûr, on va vérifier que ce que je dis est vraiment bien ça. Ça peut être parfois tout simplement, vous voyez ici, bon, on a un interrupteur. Eh ben, si. Ici, sur la carte, vous avez des potentiomètres qui sont soudés. Donc on les retrouve en face avant. Donc on verra juste après. En face avant, vous avez des potentiomètres et des fois, il faut mettre un produit qui fait nettoyant contact électrique. Donc ça, vous pouvez trouver ça n'importe où, hein. Dans tous les trucs, tous les magasins de bricolage, vous allez trouver une bombe à contact électrique. Si vous voulez, je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez acheter du contact électrique, du bon. Enfin, il n'y a pas du bon, du mauvais, un contact électrique, c'est contact électrique. Faites ça, je préconise quand même de faire ça lorsque l'ampli est débranché, lorsqu'il n'est pas alimenté en 12 volts. Certains produits peuvent prendre feu, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé sur certains appareils. Notamment, ça m'était arrivé, c'était sur la vieille télé à tube cathodique. J'avais vaporisé ça sur le potentiomètre G2 de la THT. Bien sûr, ça avait pris feu. C'est une petite anecdote. Ici, vous avez un premier étage de MOSFET. Et vous allez avoir, si on tourne l'ampli, le deuxième étage de l'autre côté. Du coup, on a un étage A, ou voie 1, pour le premier côté, et on va avoir un étage 2 pour le deuxième côté. Alors, je vous dis ça tout de suite en gros, puisque on verra après tout à l'heure comment ça fonctionne sur schéma. J'ai refait le schéma de cet ampli, parce que je l'ai trouvé nulle part sur Internet. Alors je retourne encore mon ampli, voilà. Ici, vous avez le gros condensateur chimique de filtrage, de lissage du plus 14 volts de la batterie. Donc lui, en gros, lorsque vous allez mettre l'ampli sous tension, il va surtout servir à rien renvoyer sur le 12 volts, justement. Parce qu'on va tirer un courant, il va y avoir un courant d'appel, et pour éviter les retours, on utilise des condensateurs de filtrage. Bon, ici, elle est juste là. Juste là. Je tourne l'ampli, voilà. On la voit bien. La grosse diode, là. Il y a une grosse diode de redressement. Alors parfois, elle peut être en court-circuit. Notamment si vous avez branché l'ampli à l'envers. Il y en a que ça arrive. Ils branchent le plus sur le moins et puis le moins sur le plus. Bon, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Il y a une inversion. Et ça fait péter le fusible, en fait. Tout simplement. Donc des fois, on peut avoir un ampli comme ça qui est en panne. Le fusible saute. Et en fait, c'est tout simplement la diode qui est en court-circuit qu'il faut la changer. C'est très français.
Ici, vous avez un TL494. Donc, c'est lui qui va faire, qui va assurer une fréquence pour pouvoir envoyer une commande dans les MOSFET. Donc, voie 1 et voie 2. Déjà, on s'est avancé, on verra pourquoi. Donc, ça, c'est la partie primaire de l'alimentation. Donc, les deux MOSFET que vous avez vus ici, le TL494. Je tourne l'ampli, et ici vous avez les deux autres MOSFET, donc ça c'est la partie primaire. Ensuite, vous avez sur le même transformateur une partie secondaire, donc c'est redressé par des doubles diodes en boîtier TO220, et ensuite c'est lissé, la tension est lissée, avec les deux gros condensateurs chimiques que vous avez ici, pour avoir un plus VCC et moins VCC, qui eux vont servir à alimenter les étages de puissance, notamment les transistors de puissance. On va avoir, je vous le dis tout de suite, hein, parce que comme ça sera fait. Vous voyez ici, il y a deux résistances, une de 220 ohms et l'autre de 220 ohms. Et vous avez des diodes Zener. Alors, sur ce modèle-là, elles sont où? Ici, juste ici. Donc, je pousse ça. Ici, vous avez deux diodes Zener. Donc, je vais tourner l'ampli que vous puissiez les voir. Deux diodes Zener suivis des deux condensateurs ici de filtrage pour venir alimenter justement les amplis OPS. Donc vous avez un ampli OPS ici et un ampli OPS ici. Donc ça c'est l'amplification en tension. Lorsqu'on arrive ici en RCA, on amplifie le signal audio en tension et après on vient l'amplifier en courant par cet étage ici. Donc voici grosso modo comment fonctionne un ampli voiture avec une alimentation à découpage. Donc le TL494 que vous voyez ici, il fonctionne aux alentours de, on va dire, 32 kHz. Alors qu'on peut utiliser ce même circuit pour faire des transfo inverteurs qui vont venir avec le plus 12 volts d'une batterie créer du 220 volts alternatif. Donc ce circuit intégré, il est multifonction, on le retrouve dans beaucoup d'appareils. Donc maintenant on va passer sur schéma électrique. Bon, j'espère que vous voyez bien là. On a le plus de la batterie, donc on est aux alentours de 14 volts. On passe par un fusible de 20 ampères. Donc le fusible, vous allez l'avoir ici. Le fusible de 20. Hop là, je vous en dévoile de trop là. Voilà. Ensuite, vous avez la fameuse diode qui va protéger l'ampli en cas d'inversion de polarité, en cas d'inversion de branchement électrique. C'est la D6E. Ensuite, le filtrage ici, composé d'un petit condensateur MKP, je crois, en 47 nanofarad, le C12E, et vous avez le C11E, qui est lui un 1000 microfarad 35 volts, en plus 12 volts. Dans certains amplis, vous allez avoir par exemple 1000 micro ou 2000 microfarad, et ils vont mettre des condensateurs de 16 volts, sachant que la tension d'alimentation de la batterie est aux alentours de 14 volts. On peut avoir une légère surtension, et ça laisse que même pas 2 volts d'écart entre les deux. Donc si vous devez les changer, mettez des modèles au moins de 25 volts ici, pour ce genre de condensateur. C'est un conseil que je peux vous donner. Ensuite, voilà. On a le fameux TL494. Bon, ici, je vous ai représenté le transformateur. Donc, deux bobinages pour le primaire, avec un point milieu. Le point milieu, lui, il est relié en plus 12 volts. Généralement, ici, sur les amplis, on retrouve quand même deux condensateurs, un chimique et un non polarisé qui servent de filtrage. Ici, ils n'en ont pas mis près du bobinage. Bon. Dommage. Ils auraient pu le rajouter, il y avait de la place. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une thermistance.
en fait, elle est fixée sur les transistors MOSFET que vous avez. Donc une voie, là vous avez une voie, et là vous avez une deuxième voie. Donc elle est fixée sur une des deux voies, peu importe laquelle voie. Et si ça chauffe de trop, eh ben, je vais venir renvoyer une information dans le TL494. Et là, s'il est trop chaud, justement, je peux rentrer en mode protection et mettre l'ampli soit en mode veille, soit en mode protection tout court. Et puis du coup, il faut débrancher la batterie, laisser refroidir, et lorsque la thermostance a bien refroidi, ça repart. L'alimentation, on a un plus 12 volts, pin 8 du circuit intégré. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. On a sur nos amplis un remote. Donc là, ils ne se sont pas du tout pris la tête. Pour le remote, ils ont mis, donc c'est le plus 12 volts qui sort de l'autoradio. Si on n'en a pas, on peut mettre le plus de la batterie, mettre un interrupteur au tableau de bord et relier un fil qui repart après pour le remote. Donc ils ont mis une simple diode d'endressement AN4007 et on rentre dans le circuit intégré, pin 12. Donc là, en absence de ce 12 volts, je ne vais rien avoir ici. Lorsque je vais envoyer mon 12 volts, donc ma mise, comment qu'on dit, ma mise sous tension, sortir du mode veille, quoi, on va dire, et ben, je vais mettre mon circuit intégré en haute et je vais venir commander ensuite mes 4 MOSFET pour fournir une tension d'alimentation et bien sûr un courant en secondaire pour alimenter mon ampli. Donc ici, on peut mettre un simple interrupteur et 12 volts. Pour brancher un ampli lorsqu'on fait un essai, je ne m'amuse pas à avoir un petit remote, un petit interrupteur et hop, je mets un fil sur le plus 14 volts. Donc on a retrouvé ici, on redescend, sur le plus de la batterie. Et je viens le remettre sur le remote. Comme ça, je mets l'ampli directement sous tension avec mon alimentation protégée, bien sûr. Dans la plupart des amplis, le plus 12 volts que vous voyez ici, là, donc c'est le plus BAT, hein, on est plutôt aux alentours de plus 14 volts. En général, il est pas les bons amplis sont pas conçus comme ça. On va avoir comment on va dire, un montage basé de transistors, un transistor de puissance, donc ça peut être un 2SA 1358 par exemple. Ensuite, on a un petit transistor de commutation, genre 2SC 945, pour rester dans les composants classiques, pas CMS. Et vous avez le remote, justement, qui vient à travers des résistances. Lorsque je viens actionner mon premier transistor, celui de commutation, je vais venir mettre mon collecteur de mon transistor au GND, donc GND primaire de l'ampli, hein, le moins de la batterie en fait. Vous voyez, les masses sont différentes. Ensuite, lorsque je viens mettre mon transistor au GND, je vais venir mettre la base de mon transistor, bien sûr, au GND, et je vais venir ensuite le commuter. Et le plus de la batterie va passer par le collecteur ou l'émetteur. Si j'utilise un transistor PNP, je rentre par l'émetteur, je sors par le collecteur. Et ensuite, je vais alimenter mon circuit intégré. Là, eux, ils ne sont pas du tout féchés. Désolé pour le gros mot. Ils viennent alimenter directement le circuit intégré. Donc déjà, vu la conception, on peut se dire déjà que c'est un ampli qui est assez bas de gamme. On n'est pas dans les super amplis. Le 2SA 1266, c'est un petit transistor PNP en boîtier TO92. Il peut être très bien être utilisé pour la commutation, justement. Donc une fois que mon circuit est bien alimenté, je vais venir, alors je vais prendre une petite feuille. Je prends, alors ça, vous voyez,
c'est mon schéma à main levée de cet ampli que j'ai ensuite recopié sur une pop, oh là là, sur une feuille au propre qui donne ça. Alors je prends ce petit bout là. Alors vous avez voie A, voie B que je vous ai utilisé tout à l'heure avec mes deux transistors. Donc si on prend par exemple mon circuit intégré, il va me sortir une fréquence comme ça, admettons. Sur l'oscilloscope, je vois ça. Si je prends ce point-là, je viens mettre un trait ici, c'est à l'instant T. C'est pile à ce moment-là. Ça va pas être sur le haut, ça va pas être ici où il n'y a rien. C'est juste pile à cet endroit-là. Alors, voie A, je vais avoir par exemple 5 volts. Voie B, je vais avoir 0 volts. Donc, par mon transformateur, mon 12 volts, lui, il va passer par le bobinage, celui-ci, passer par les drains de mes MOSFET, ressortir par, j'ai mis mon stylo ici, mais c'est là, par la source des deux MOSFET pour retourner à la masse primaire de la batterie, la masse de la batterie. Lui, il reste bloqué vu qu'il est à 0. Donc là, j'ai rien. Ensuite, alors je reprends ma petite vague là. À l'autre instant, à cet instant-là maintenant, je vais avoir le premier 0. La deuxième voie, je vais être à 5 volts. Et du coup, là maintenant, je vais être bloqué. Donc ici, il n'y a plus rien du tout. Lui, le bobinage, là, je vais passer mon plus 12 volts ici. Et je vais passer par le drain des deux MOSFET. Et je vais ressortir par la source de mes deux MOSFET pour aller à la batterie. Donc là, je vais avoir quelque chose. Ici, il n'y a rien du tout. Après, au troisième instant, donc je reprends ma petite vague. Hein, c'est pas une vague que vous aurez, mais c'est pour vous faire, pour modéliser un peu ce que vous allez avoir sur l'oscilloscope. Donc après, à ce temps-là, le troisième temps, rebelote. Voie A, je vais être à 5 volts par exemple. Et voie B, je vais être à 0. Donc là, rebelote. Cette voie-là passe par le bobinage, passe par le drain et ressort par la source. Et cette voie-là est bloquée. Donc je vais alterner sans arrêt comme ça. Donc ici, si je prends mon oscilloscope, je vais me retrouver avec un signal d'à peu près 32 kHz. Donc on va assez vite quand même déjà. Et ensuite, là, je vais avoir mes bobinages secondaires sur mon transfo. Je ne les ai pas représentés parce qu'on va les voir juste après. Donc ça, les deux transistors que vous voyez ici, Q5E, Q6E, ce sont des 2SA1266 justement. Ça sert, grosso modo, ça sert de driver pour mes deux MOSFET que j'ai ici, Q10 et Q8. Ensuite, ce transistor-là, Q6E, lui, il sert de driver pour Q7E et Q9E. Oh, j'ai eu du mal à le dire. Waouh, waouh, waouh. Ici, vous voyez, vous avez un petit condensateur, le C51E de 10 nanofarad, et une résistance de 10 ohms, 1 watt. C'est un filtrage, en fait. Donc, je retrouve ce petit filtrage sur la voie A et sur la voie B. Donc, j'espère que ce fonctionnement, vous l'avez maintenant compris. Les diodes D2E et D25E, ce sont des diodes de commutation, des simples, hein, classiques, AN41, 48. La magie du cinéma, on peut couper et reprendre juste après.
Donc les MOSFET, ce sont des IRF Z34N classiques. On peut les remplacer par des 44N si on n'en a pas. On peut mettre aussi du IRF 3205. Logiquement, ça fonctionnera pareil. Ensuite, on va voir la partie secondaire de l'alimentation. Donc là, c'est très mal, un peu très mal représenté, si on peut dire. Ici, ce n'est pas du bobinage, c'est pour le noyau de ferrite. Parce que pour mon transformateur, j'ai un noyau de ferrite et dessus, j'ai en rembobiné du bobinage du fil de cuivre, quoi. Là, j'ai premier bobinage et là, deuxième bobinage. J'utilise des doubles diodes, mais c'est pas les doubles diodes comme vous connaissez sur tous les appareils électriques. Donc là, avec mes diodes, je redresse ma tension. Donc au lieu d'avoir quelque chose comme ça, par exemple, je vais avoir quelque chose qui va faire une petite vague. Donc je reprends ma feuille de tout à l'heure. Je mets un 0 volt. On va avancer un petit peu. Alors, je vais avoir par exemple sur le bobinage ce signal là. Je prends l'alternative parce que c'est celui qu'on connaît le plus vu que c'est le 220 volts. Donc là, c'est ce que j'ai. Ensuite, lorsque je passe par mes diodes de redressement, donc là, 0 volts, par exemple, pour la tension plus VCC, je vais avoir quelque chose semblable à ça. Donc là, je vais être, je sais pas, je vais être à 20 volts. Donc ça, c'est juste le redressement pour la tension positive. Eh bien, je vais utiliser ensuite un condensateur de lissage. Donc là, hop, mon 0 volt. Je vais avoir une tension bien lisse. Je ne vais plus avoir la petite vague comme j'avais au début. Donc ça, c'est redresser et ensuite lisser. Redresser, lisser. Voilà, c'est le classique dans les alimentations à découpage. On utilise ce principe-là. Donc on utilise des simples 2200 microfarads 35 volts. Classique. Dans les bons amplis, on en trouve au moins deux pour chaque alimentation. Là, on n'en a qu'un seul. Bon. Les double diodes, ce sont des YG 225D2. Donc ça, on peut en trouver un peu partout aussi. Beaucoup de fabricants en vendent. Je ne sais même pas si j'en ai en stock de ça. Faudrait que je regarde. Donc ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, oh là, ça bouge. Pour le plus 15 volts et le moins 15 volts, je vais avoir ma tension qui passe par ma résistance R60B et R60A. Vous avez vu, ils ont inversé entre le A et le B sur chaque voie. Ce n'est pas moi qui ai fait une erreur lorsque j'ai recopié. C'est vraiment comme ça qu'ils l'ont conçu. Ils ont mis ce condensateur-là avec un A et la diode avec un B et là l'inverse. Donc on a une 220 ohms 1 watt. Là on va limiter le courant. Et ensuite on va imposer la tension de Zener, de ma diode Zener ici, de 15 volts. Si ma diode Zener ici avait été une diode Zener de 12 volts, il aurait fallu que j'augmente la valeur de ma résistance, bien sûr. J'aurais imposé ma tension, donc j'aurais eu 12 volts. Là, dans mon cas, c'est des diodes Zener de 15 volts, donc on obtient 15 volts en sortie. Ce qui se passe, si je veux utiliser ce principe de montage, si je ne mets pas ma résistance ici de limitation en courant, eh bien, tout simplement, si j'ai 30 volts ici, je vais claquer instantanément ma diode Zener. Je vais avoir un court-circuit après entre la cathode et l'anode. Tout simplement parce que je n'aurai pas limité le courant. Et vous avez le petit condensateur de filtrage, la classique. Ici, c'est du 220 microfarads, 16 volts.
Vous voyez, quand je les remplace, moi, je mets toujours, par exemple là, on a 1 volt d'écart. Si jamais ça varie un petit peu, on peut claquer notre condensateur. Donc je vais mettre un 25 volts ici au lieu d'un 16 volts. Donc c'est ce que je pourrais dire. Ici, c'est l'alimentation moins V plus V, par exemple, plus 35 volts, moins 35 volts. Et ici, c'est l'alimentation plus 15 et moins 15. Donc ça, je vais alimenter mes étages d'amplification en tension, tous les amplis OPS. Et ici, je vais nécessairement alimenter tous mes amplis en courant, parce que j'ai besoin d'un fort courant. Alors ensuite, je vous ai dessiné vaguement l'amplification audio. Donc j'ai oublié 2 petites flèches. Donc je vais commencer par ma fiche RCA. Ensuite, je vais avoir l'amplification en tension. Donc c'est constitué d'amplis OPS. Parfois, ça peut être des petits transistors, des tout petits. Donc ça va comporter le volume, le réglage du volume, les filtres. J'ai mis filtre sans S. Les filtres basses, les filtres aigus. On peut avoir des filtres qui vont laisser passer que les basses, par exemple pour les amplis subwoofers. Donc ça, je vais enlever toutes les aigus du signal audio. Donc tout ça, c'est l'amplification en tension. Je bafouille. Et ensuite, vous allez avoir l'amplification en courant. Donc je vais avoir des transistors drivers. Donc l'amplification en tension va venir commander mes transistors en driver. Dans notre cas, j'ai représenté pour une voie. Le Q109B, c'est le 2SC1027. Donc je passe par le collecteur, je ressors par l'émetteur et je viens actionner ma base de mon transistor de puissance ici, les tâches finales audio, driver, transistor puissance finale. Je vais utiliser dans notre ampli pour le Q112B du transistor 2SD718 en boîtier TO3P. Une résistance R144B de 0,1 ohm 3 watts. Je vais mettre une petite flèche car ça va être le point milieu de mes deux résistances, la sortie audio de mon ampli. Pour le signal ici qui est en PNP, pour le côté PNP, je vais avoir un transistor 2SA1023, c'est le Q108B dans notre cas, et je vais avoir le transistor final, amplification finale, 2SB688, le Q113B. Donc le driver qu'il faut changer si vous avez un souci ici sur l'étage final. Si vous avez un des deux transistors qui est claqué, changez les deux, plus les deux petits drivers. Logiquement, ça suffit à remettre l'amplification normale, enfin en fonctionnement, et vérifier bien sûr les deux résistances ici. Je ne l'ai pas indiqué, mais dans les amplis, on a une contre-réaction par le biais de résistance, de diode ou petits transistors. Mon signal ici que j'ai en sortie de mon ampli, je vais venir faire une contre-réaction sur mon amplification ici en tension pour venir agir sur mon niveau de sortie ici. Il y a une contre-réaction que je n'ai pas destinée parce que c'est un peu plus compliqué. Et là, j'essaye de vraiment faire très simple pour que vous puissiez comprendre et pouvoir dépanner facilement votre appareil si vous avez le même. Dans notre cas, ici, j'ai le 2SD718 en boîtier TO3P. Le transistor driver, c'est celui-ci. Et vous avez le 2SB688 en boîtier TO3P encore. Son transistor driver de commande, c'est celui-ci. On les repère parce que ce sont des petits boîtiers TO92 mais plus gros que les autres. Ils seront toujours placés par ici. On ne va pas les retrouver là. Donc après, j'ai la même chose de l'autre côté ici. Donc je vous fais voir, hop, voilà.
Ici, dans notre cas, le Q102A, lui, il va venir, 109A, pardon, désolé, il vient driver ce transistor-là, le 2SB688. Et le transistor que vous avez ici, le Q108A, il vient driver, lui, le transistor ici, le 2SD718. Et les deux grosses résistances qu'il faut contrôler au multimètre en mode ohm en plus petit calibre. Si vous avez calibre 200 ohms, c'est très bien. C'est ce calibre-là qu'il faut prendre. Si vous avez à les remplacer, ce sont des modèles 3 watts. Vous pouvez aussi mettre des modèles 5 watts à la place. Mettez pas des 2 watts ou 1 watt. Hein, ça claquera. Donc là, on a fait un peu le tour de notre ampli. On a vu comment il est vraiment conçu. Donc maintenant, je vais remonter toutes mes vis ici avec les petites plaques d'aluminium qui viennent plaquer mes transistors sur le dissipateur. Je fais bien gaffe que mes collecteurs d'alimentation plus VCC et moins VCC ne se retrouvent pas mis ensemble, puisque s'ils sont mis ensemble, je vais avoir un court-circuit, et s'il y a court-circuit, et ben ça fait boum, l'alimentation sera en protection, ou alors je pète l'alimentation aussi. Ici, faites bien gaffe, les MOSFET, il ne faut pas que la source et le drain par exemple se touchent. Donc je remonte ça, je remonte l'ampli. Ensuite, on va aller dehors et on va brancher l'ampli pour vérifier si le signal audio en sortie est bon ou s'il est pourri. Ça se peut qu'il soit pourri puis à cause des potentiomètres ici. Donc si le signal est pourri, je viendrai mettre un coup de bombe à contact électrique dans mes potentiomètres que vous avez soudés sur la carte là. Le volume c'est ici. Donc lorsqu'on met sous tension, il faut attendre un petit peu que la LED verte s'allume, vu qu'il faut le temps que l'ampli sorte de veille. Bon, au final, ça fait un ampli qui fonctionne assez correctement. Bon, il ne faut pas trop lui en demander non plus, c'est pas de la qualité ni rien, mais bon, c'est un petit ampli. J'espère que dans cette vidéo, vous en aurez encore appris. Maintenant, vous savez à peu près comment fonctionnent les alimentations dans les amplis voitures. Alors, je profite aussi de cette vidéo parce que j'ai découvert un petit outil sympa, donc je vous le fais partager. Quand on appuie, il y a une petite pince qui sort, et hop, quand on relâche. Donc à quoi ça sert ça? En fait, lorsque vous venez faire chauffer avec votre fer à air chaud une carte pour enlever des composants CMS, vous faites chauffer, vous mettez votre petit stylo, on va dire ça comme ça, vous appuyez, vous venez prendre le composant, et une fois que c'est suffisamment chaud, vous relâchez, et le composant se trouve emprisonné dans les pinces de la petite pince en fait. Donc c'est un petit outil que j'ai trouvé par hasard, parce qu'avant je m'embêtais tout le temps avec les petites pinces Bruxelles pour enlever les composants. Et là ça permet plus facilement de retirer les composants sans arracher bien sûr les pistes et sans s'embêter. Donc voilà. Je sais pas si on en trouve sur Amazon, mais au cas où je mettrai des liens. Donc dans la description sous la vidéo si vous en voulez. C'est pas cher. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas le beau pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Même s'il est négatif, ça permet d'apprendre.
pour s'améliorer pour les fois d'après. Je ne vois pas tous les messages parce qu'il y en a certains qui sont mis dans les spams automatiquement par YouTube. Donc des fois, ça peut m'arriver que je les voie 2 jours après ou une semaine après ou plus. Ça dépend. Donc au final, l'ampli fonctionne très bien, hein. C'était bien, comme j'avais dit, dû à des parasites. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter un filtre anti-parasite et ça suffit pour que ça fonctionne impeccable. J'ai d'autres vidéos d'ampli voiture qui sont en cours de tournage. Il faut que je les finisse. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!